Ancien contrôleur d'État et grande figure du M5 RFP, Konimba Sidibé est notre invité de ce soir. Monsieur le ministre, merci de cette deuxième comparution devant les grands jurys. Le plaisir pour moi. Avec moi pour vous interroger, Eladji Chana Takiou du journal Le 22 septembre. Bonsoir Chana. Bonsoir Barou. Et Abdraman Keita du journal Le Témoin. Bonsoir Abdraman. Bonsoir. Et je suis Omar B. Sidibé pour ceux qui nous suivent sur la radio Renouveau FM ou la 98.1 FM. Monsieur le ministre, voici le jury qui doit vous juger ce soir. Peut-être un petit commentaire sur sa composition. J'espère que le jury sera clément. Chana Takiou. Je suis habitué à l'exercice. Okay. Chana Takiou, vos attentes? Bon, c'est un habitué du grand jury, un grand démocrate qui a le courage de ses idées et qui a toujours plaidé pour une gouvernance vertueuse. Actualité oblige, on en parlera tantôt. D'accord. Abdraman? Oui, je pense que les vertus qui viennent d'être créditées par Chana sont sans doute indéniables et cela devrait normalement militer en sa faveur. Sauf que j'espère moi aussi à mon tour que son passage d'un côté à l'autre ne va pas altérer sa nature. Ok. D'accord. Je peux rassurer. Okay. Ce ne sera pas le cas. Monsieur le ministre, actualité oblige, nous sommes dans l'an 1 du renversement du régime IBK. Avant de partager votre regard sur le bilan de cette transition, je voudrais déjà que vous nous donniez votre regard sur, en tant qu'ancien contrôleur d'État, sur l'ampleur de la corruption dans notre pays. Quel regard vous portez sur l'ampleur de la corruption dans notre pays en tant qu'ancien contrôleur d'État? Vous savez... Et en tant qu'ancien parlementaire aussi. Bien sûr. Membre de la commission Finance. Tout à fait. Et nous avons travaillé ensemble là-bas. Vous étiez à l'époque à l'Assemblée. Il était député également, Chana? Non. J'étais un rat de l'Assemblée nationale. Presque. Ah, j'étais un rat de l'Assemblée nationale. D'accord. Allez, intéressé à toutes ces questions. D'accord. D'abord, je voudrais dire bonjour aux téléspectateurs, à tous ceux qui me suivent, et avec l'espoir que les échanges que nous allons avoir vont les édifier sur un certain nombre de questions de la vie de la nation. La corruption, je crois que l'accord est unanime là-dessus aujourd'hui, qu'elle est à la base de tous les maux du Mali, de l'effondrement de l'État. Un exemple me vient tout de suite en tête, celui de l'Afghanistan, de toutes les analyses qui ressortent aujourd'hui après la débâcle que l'Occident vient de connaître là-bas. Les gens avancent deux arguments. Un, la corruption des élites, qui a littéralement rendu impossible la reconstruction de l'État. Deux, la corruption au sein des forces de défense et de sécurité, qui a rendu aussi absolument impossible la construction d'une armée. Donc c'est pour vous dire que la chose est d'une grave, elle peut conduire un État à la faillite pure et simple. Oui. Et au Mali, elle est immense. La corruption dans notre pays a été traitée de systémique. Cela veut dire qu'on le retrouve dans tous les compartiments de la vie publique. Toutes les composantes de la société sont emballées, sont atteints. Oui. Gangrénées. C'est ça l'aspect systémique. Oui. On dit qu'elle est endémique comme une endémie. C'est-à-dire qu'en permanence, elle est là à une échelle absolument incroyable. Et je m'en vais citer simplement quelques éléments pour introduire la chose. Oui. De 2004 à 2010, le bureau du vérificateur général a identifié pour 382 milliards de manques à gagner. Juste sur cette période. Et je vais citer quelques cas emblématiques qui ont défrayé la chronique ces dernières années. Je pense à l'acquisition de l'avion présidentiel et à la fourniture d'équipements à l'armée, où il était question de détournement de 12 milliards et quelques, mais les malversations avaient été évaluées à plus de 28 milliards. Je voudrais citer le cas de la loi d'orientation militaire. 1230 milliards de budget qui a fait l'objet aussi de détournements massifs à divers niveaux.
Je voudrais citer parmi ces cas-là, dans le cadre de l'application de cette loi, ce qu'on appelait les primes des soldats volatilisés, que certains ont évalué à 44 milliards. Je ne sais pas si c'est réellement ça, parce que je n'ai pas eu accès à un rapport de contrôle, je suis très prudent. Mais toujours est-il que cette histoire de primes volatilisées a défrayé la chronique de manière assez inquiétante. Il y a aussi le marché de rénovation des hôpitaux. Tout le monde sait dans quel état nos hôpitaux sont aujourd'hui dans ce pays. Marché de 15 milliards, passé de gré à gré. Là aussi, c'est un cas important qu'on vient de citer. Et je citerai aussi le bradage des immeubles de l'État, qui a défrayé la chronique de manière absolument incroyable. Des immeubles de milliards vendus pour des miettes à des gens. Et je citerai enfin un dernier élément que Chana a cité dans son journal une fois, la CENTIF. Pour la seule année 2019, 124 milliards de fonds, de flux illicites. Donc vous comprenez qu'un État bâti sur ça, ce n'est pas possible. L'élite est en cause. L'élite est en cause et je voudrais dire, et c'est vraiment important pour moi de le dire pour que les gens le comprennent, tous ceux qui s'en prennent à la corruption disent les hommes politiques pourris, les hommes politiques pourris. Les hommes politiques seuls ne peuvent pas faire des malversations à cette ampleur-là. C'est les élites politiques, les élites de l'administration, les élites de la société civile, les élites du secteur privé, les élites du monde religieux. C'est un réseau de clients. Il faut ajouter les élites de l'armée. Oui, les élites de l'armée, bien sûr. Vous avez raison, tout à fait. Les opérateurs économiques. C'est ça le secteur privé. Oui. Donc quand on va dire que dans l'achat de l'aéronef, il y a eu 12 milliards de détournés, les fonctionnaires ne vont pas détourner entre eux. Il y a un opérateur économique qui est quelque part là. Oui. Et donc, c'est ce réseau-là qui a fait mettre bas sur le pays. C'est ce réseau qui est le support de la corruption dans notre pays. D'accord. Chana une question. Mais, monsieur le ministre, notre pays va mal depuis très longtemps. Tout à fait. Et le constat que vous avez fait, vous l'avez fait à partir de 2013, c'est-à-dire à partir du régime d'Ibeka avec lequel vous avez collaboré à un moment donné. Avec le régime de 2004. Il a commencé depuis 2004. Donc, depuis 2004. Donc je voudrais, comme vous êtes un spécialiste de la question, un financier rigoureux, si vous pouvez nous faire un peu l'historique de la corruption dans notre pays et les conséquences néfastes de cette corruption sur la vie de la nation. Grosso modo. Je voudrais dire que ça n'a pas commencé avec ATT. J'ai commencé les chiffres à partir de ATT parce que c'est la période à partir de laquelle les rapports de contrôle sont devenus publics. Donc on a connaissance du phénomène. Mais sinon, le phénomène date déjà depuis, on peut aller jusqu'au régime de Moussa Traoré. La corruption sous le premier régime était relativement limitée, le régime du RDA, tout le monde en convient. Elle a commencé à prendre de l'ampleur sur les 10 dernières années du régime de Moussa Traoré et elle a explosé avec l'avènement de la démocratie. C'est le grand échec du mouvement démocratique. Parce que vous savez... Corruption rime avec démocratie. Non, pas forcément. Elle a rimé avec ça au Mali. Et c'est ça qu'il faut chercher à comprendre. Nous avons des pays démocratiques qui n'ont jamais connu une corruption à ce niveau-là. Prenez des pays comme le Botswana qui sont cités en bon exemple. Ce n'est pas un pays de dictature. Et vous pourrez en citer beaucoup d'autres. La seule différence... Qui demeurent comme des exceptions. Qui sont comme des exceptions. Il y a des exceptions. Il y a des exceptions. Rwanda. Ouais, mais la règle, ce qu'il a dit, c'est ça. C'est que vraiment l'ampleur de la corruption n'est peut-être pas liée avec la démocratie, mais liée certainement à au libéralisme. Non, elle est la libéralisation des initiatives. À mon avis, dans le cas du Mali, elle est liée d'abord à la pauvreté de masse qui est dans le pays et surtout à la pauvreté des élites qui veulent faire de l'État un ascenseur social. Elle est d'abord liée à ça. Et la démocratie y joue un rôle important. Pourquoi ? Parce que l'accès au pouvoir devient quelque chose de lié à des élections. Donc plus tu as d'argent pour acheter, plus tu vas t'engager. Elle est liée à la démocratie en partie aussi dans notre système, qui est cette incapacité des partis politiques à financer leurs élections, à financer les partis politiques. Donc le financement des partis politiques, dans une large mesure, est fait sur cette base-là pour les partis qui sont au pouvoir. Donc quand vous mettez tout ça bout à bout, on se retrouve dans une situation où le citoyen qui vit une pauvreté de masse, qui n'attend rien des élites en matière de gestion publique, préfère prendre sa part le jour du vote, quoi.
Et voilà, grosso modo, le processus par lequel ça a pris une échelle incroyable. Et je le répète, c'est vraiment la grande échec du mouvement démocratique. Allez-y, Adam. Oui, vous l'avez dit, et pendant que le pays vivait cette situation que vous dites, vous avez eu à assurer des grandes responsabilités et être dans le système. Tout à fait. Oui. Puisque la commission n'est pas née du jour au lendemain, et avec vous aussi étant dans le système, qu'est-ce que vous avez pu faire en tant qu'élément de cette situation-là? Oui, qu'est-ce que vous avez tenté de faire pour combattre ce fléau? D'autre part, vous êtes quand même un expert comptable. Et quelle est la responsabilité de l'expertise comptable dans les malversations que nous connaissons? Puisque vous êtes censé quand même de faire certifier des comptes. Et parfois, c'est par des arrangements que cela se passe entre vous et les sociétés dont vous êtes les partenaires. Je ne parle pas de vous particulièrement, mais d'un ensemble. Bien, je voudrais commencer par qu'est-ce que nous avons fait, en parlant de moi-même. En réalité, l'essentiel de mon combat politique depuis 30 ans est dirigé contre la corruption. J'ai été contrôleur général d'État en 1991-92. À l'époque, vous vous souvenez, on m'appelait le ministre Kokadien. Et pendant cette période, je me suis rendu compte des insuffisances graves de notre système de vérification. Raison pour laquelle j'ai demandé au président ATT à l'époque de la réformer. Il m'a donné l'autorisation. Nous avons imaginé, mis en scène le bureau de vérificateur général. Nous avons fait tous les travaux. Il s'agissait simplement de créer la structure. Et au-delà de ça, j'ai beaucoup travaillé pour cette institution dans le cadre du renforcement de ses capacités. J'ai participé à beaucoup d'autres missions dans le cadre de la lutte contre la corruption au niveau de beaucoup de structures. Ça, c'est pour ce qui me concerne. Mais maintenant, ce qui concerne qu'est-ce que nous avons fait de manière générale, encore une fois, l'échec... surtout en tant que responsable des gouvernements qui sont passés, qui sont... Oui. D'abord, au moins d'un gouvernement. En tant qu'expert comptable, je vous dis tout de suite, les experts comptables ne certifient pas les comptes de l'État. Ce sont les structures de vérification de l'État, le contrôle des services publics, qui font... En fait, il n'y a même pas de certificat de compte de l'État du Mali aujourd'hui, à part ce que fait la section des comptes de la Cour suprême, qui vérifie la régularité, etc. Bon, maintenant, donc, le rôle des experts comptables là-dessus est relativement limité. Bon, donc, vous faites quoi avec les privés? On certifie le compte des entreprises privées. Alors, ces entreprises privées sont parfois coupables de manquements vis-à-vis de l'État que il vous arrive de ne pas, effectivement, de ne pas relever. Mais le rôle de l'expert comptable... Et de certifier des comptes qui ne méritent pas parfois d'être certifiés. Moi, j'en connais des exemples. Tout à fait, vous avez raison. Vous avez raison. Dans tous les métiers, il y a des brebis galeuses dans ce pays. Et il ne faut pas se voiler la face, la corruption est dans tous les métiers. Mais ceci étant, le rôle de l'expert comptable n'est pas de détecter les fraudes faites par les entreprises vis-à-vis de l'État. Donc, ce n'est pas dans leur mandat. Leur mandat est de s'assurer que les différents éléments qu'on leur fournit... Je vous donne un exemple. Allez-y. Prenons par exemple les comptes offshore des sociétés minières qui n'ont jamais été l'objet d'une quelconque attention des experts comptables chargés de certifier leurs comptes. Je ne veux pas citer de nom. Vous savez, vous, dans votre milieu, qui est là-dedans. Et pourtant, ce sont des pertes, des manques à gagner graves pour l'État. Et vous avez rêvé vous-même des manques à gagner de 240 milliards selon certaines années. Et cela font partie de ces manques à gagner. Et c'est par la faute d'experts comptables qui ferment les yeux sur ces aspects-là. Non, ce n'est pas la faute d'experts comptables. Parce que tout simplement, le mandat de l'expert comptable n'est pas de chercher où sont partis ces fonds. Le mandat de l'expert comptable commence à partir des documents qu'on lui remet. Et le conseil d'administration, le président dit, voilà les documents que nous avons arrêtés, nous vous demandons de les examiner. Lui, son mandat s'arrête à ça. Mais par contre, les structures de vérification de l'État qui interviennent pour détecter les manques à gagner et autres, les impôts, la douane, la CENTIF, la CENTIF est l'une de ces structures-là, qui sont là pour traquer les flux illégaux et illicites de fonds. Ça, c'est leur Donc rôle. vous êtes sûr qu'il n'y a pas de complicité entre les experts comptables? Il ne peut pas avoir et les sociétés privées? Oui. Ils n'interviennent pas sur ce réseau. Il ne peut pas avoir de sécurité, de complicité? C'est impossible. Ok. Monsieur le Président de MODEC, on parle de corruption. Et voilà qu'aujourd'hui même, l'ancien ministre de la Défense, Soumaïlou Bouboué-Meiga,
et l'ancien ministre des Finances, Boiré, qui est peut-être une amie à vous, Tout à fait. Les deux viennent d'être mis sous mandat de dépôt. Votre commentaire à chaud? Bon, mon commentaire à chaud, c'est que je viens de le dire, c'est un dossier qui a défrayé la chronique depuis des années, depuis bientôt presque une dizaine d'années. Et des malversations graves sont en cause. Mais maintenant, dès lors que toute la nation dit qu'il faut mettre fin à l'impunité, que ce dossier puisse se retrouver sur la table à un moment ou à un autre ne me surprend pas trop. Ça ne vous surprend pas? Est-ce que vous ne pensez pas, parce que je vous sais très légaliste, je vous ai vu à l'Assemblée nationale au moment où ATT a vendu, je pense, la BIM, où je parle, c'est la Sotelma, où l'argent a été mis de côté, vous avez exigé que ça soit mis dans le budget pour question de procédure. Tout à fait. La Constitution, la loi fondamentale de notre pays, dit que pour juger un ministre et un président de la République, il faudrait la haute cour de justice. On a imaginé un bricolage juridique pour aujourd'hui les inculper. Est-ce que vous pensez cela juste? Bon, moi je ne suis pas juriste, mais ceci étant, j'essaie de Vous voir... êtes un homme politique et vous connaissez la disposition constitutionnelle, vous avez participé à la mise en place d'une haute cour de justice à l'Assemblée nationale. Je vais vous donner mon avis là-dessus, sans être juriste. Encore une fois, je ne vais pas m'engager dans un débat de juristes de haut niveau que je ne suis pas. Effectivement, commençons par le cas Yamoussa Kamara, le général. Il a écrit un livre pour dire que sa procédure relève de la haute cour de justice et que pour rien au monde, il devait se trouver devant le tribunal devant lequel il était accusé. Les juges nous ont dit que non, que son cas relevait bien de ses juridictions ordinaires. Il n'a pas bénéficié de privilèges de juridiction. Mais parce que ce qu'on lui reproche n'est pas dans le cadre des missions ministérielles. C'est ça qui est difficile à comprendre parce qu'on lui reproche d'avoir signé un document de déploiement des militaires sur le terrain en tant que ministre de la Défense. C'est clair. Non, pour dissimuler, il a été accusé pour complicité. Moi, je comprends. Complicité de dissimulation. C'est pour ça. Mais en tant que ministre de la Défense. Non, l'acte qu'il a posé, c'est comme toi, c'est comme lui en tant que ministre. Un ministre qui va voler, on peut le prendre. Flagrant délit, ou qui fait un accident, il tue quelqu'un, on peut le prendre. On ne le met pas dans le cadre de fonction ministérielle. Je finis. Comme ça. Et dans ce cas de Yamoussa, c'est l'intime conviction du juge qui compte. Et le juge, non, c'est précieux détail. Et l'intime conviction du juge, c'est que l'acte posé par Yamoussa n'est pas inscrit dans le cadre des missions ministérielles. Voilà pourquoi il a été renvoyé devant... On va écouter le point de vue de Konafa Sidibé. Allez-y. Mon point de vue là-dessus est très simple. C'est que, d'après ce que j'ai compris, il a été reproché à Yamoussa d'avoir signé un document d'affectation de militaires en tant que ministre de la Défense. Donc cela laissait comprendre que dans la chaîne qui devait aboutir au déploiement, il devait signer un document qu'il a même nié. Personne n'a jamais pu sortir ce document-là. Donc, j'ai tendance à croire que l'intime conviction du juge a prévalu, comme vous le dites, mais j'ai tendance à croire que cette intime conviction n'était pas conforme à la loi. Je ne m'aventure pas trop dessus, je le dis sur la pointe des pieds. Mais d'après ce que nous venons de dire, il a été accusé en tant que ministre de la Défense qui a fait cet acte-là. Donc, si l'intime conviction du juge a prévalu à ce niveau, j'ai le sentiment que l'intime conviction du juge est en train de prévaloir dans le cas présent aussi. Le procureur... Là, il n'y a pas de doute possible. C'est en tant que ministre... Je finis. Puisque le dossier n'est pas encore... Je finis. Yamoussa. Le procureur au niveau de la Cour suprême a pris la parole publiquement pour donner sa version là-dessus. Pour essayer de justifier la possibilité pour eux aujourd'hui de juger des anciens ministres. Donc c'est un point de vue d'un haut juriste aussi. Moi, je dis tout simplement qu'à un moment ou à un autre, la lutte contre l'impunité doit être engagée. Absolument. Mais j'exige que cela soit fait dans le respect de la loi. Absolument. C'est tout ce que je peux dire là-dessus. Mais honnêtement, je ne suis pas un juriste de niveau qui peut mener un débat de fond sur ça. Parce que je vous donne un dernier exemple. En Mauritanie, le président est en train d'être jugé. On lui dit, tous les détournements de fonds qu'on te reproche,
n'ont pas été faits dans le cadre de l'exercice de ta fonction de président, parce que la fonction d'un président n'est pas de voler l'argent public. Mais il a accédé quand même. Le même argument, oui, mais le même argument peut être employé dans ce cas-là. On va dire aussi, vous avez volé de l'argent public, votre mission n'est pas ça. Donc vous voyez, il y a tellement d'arguments juridiques là-dessus. Il y a du bricolage aussi. Laissons de ce débat-là aux juristes de haut niveau. J'ai écouté Maître Tapo ce matin avec beaucoup d'intérêt, comme j'ai écouté le procureur de la Cour suprême avec beaucoup d'intérêt. Faisons tout pour que l'argument du droit prévale. Okay. Monsieur le ministre, pour revenir à une situation plus générale, est-ce que vous pensez, comme beaucoup de Maliens, que la justice aussi est le ventre mou dans cette lutte contre la corruption au Mali? Vous savez, il faut qu'on apprenne à se regarder en face entre Maliens. Aucun corps n'échappe à la corruption aujourd'hui au Mali. Les syndicats de la magistrature ont fait beaucoup de bruit à un moment parce que les gens disent que la justice est corrompue et tout ça. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on dise d'autre? Est-ce qu'il y a un corps qui n'est pas corrompu aujourd'hui au Mali? Mon corps, le métier des experts comptables, il vient de le dire. J'ai confirmé que la corruption là-bas aussi. Elle est partout, dans tous les corps, y compris à la justice. Seulement, le cas de la justice a une importance infiniment plus grande que les autres, car chaque acte posé qui se traduit par une injustice vis-à-vis d'un citoyen est très très mal ressenti. C'est ça la différence. Ok, allez-y. Avant de poser ma question, je vais apporter de l'eau à son moulin en disant qu'en réalité, la dynamique de lutte contre la corruption d'Alpha Oumar Konaré avait été sabotée quelque part par la justice. Parce que tous les gens qui sont comparus devant la justice ont été pratiquement libérés sans grand fondement, et certains sont même retournés contre l'État pour des compensations. Tout à fait. Allez-y. Moi, non, je n'ai pas terminé. Je pose ma question. Monsieur le ministre, vous venez de dire tantôt, quand Chana posait sa question, que cela ne vous étonne pas que cette question se trouve à la justice. Mais moi, je trouve quelque chose, peut-être que c'est une question dont vous vous délectez. Et pour preuve. Me délecter? Oui, je dis quelque chose, quelque part, pas de leur sort. Mais vous vous délectez de la dynamique qui consiste aujourd'hui quand même à soulever certains dossiers. Et je me rappelle que lors des meetings du M5 RFP, c'est sur cela que vous avez accentué votre position en parlant de la diligence des dossiers de vérification déjà disponibles, que la réalisation d'audits majeurs au titre de la dette intérieure du port, notamment avec les institutions, des grandes entreprises et entreprises étatiques. Et vous avez même cité les entreprises que vous avez ciblées, qui sont de la CNDT et des PMU à Jefo. Est-ce qu'en réalité, aujourd'hui, on n'est pas dans le sillage de ce que vous avez voulu? On est exactement dans le sillage de ce que nous avons voulu et de ce que tous les honnêtes citoyens de ce pays veulent aujourd'hui. Je veux vous dire une chose, et encore de manière en insistant. Impossible de relever l'État malien s'il n'y a pas de progrès contre l'impunité, dans la lutte contre l'impunité. C'est impossible. Il ne faut pas arriver. Tant que la corruption et l'impunité resteront à ce niveau-là, je vous assure que nous arriverons à une situation que personne ne peut imaginer. Donc, toute action qui peut aller vers la répression des mauvaises pratiques de gouvernance, d'abord pour donner l'exemple, et pour que les élites sachent désormais qu'ils ont une obligation de rendre compte de la gestion de l'argent public qu'on leur donne. C'est de ça qu'il s'agit. Personne n'est obligé d'être ministre. Personne n'est obligé d'être député. Personne n'est obligé d'être... Donc, une fois que tu l'acceptes et qu'on te donne de l'argent public, tu dois rendre compte. Ok. Oui, mais est-ce que... Sauf que... Je peux rebondir sur ça. Sauf que, est-ce que la situation que nous vivons, cette période d'exception, se prête-t-elle à ce jeu-là, selon vous? Est-ce que une période d'exception est un gage de justice équitable pour les gens mis en cause dans ces affaires-là? Pourquoi nous avons compris que dans les périodes normales, les régimes démocratiquement mis en place sont incapables de lutter contre la corruption. C'est ce que nous avons vu dans le cas du Mali. Un régime légitime est incapable, c'est ce que nous avons constaté. Vous savez pourquoi? Un régime de fait. Vous savez pourquoi? Parce que la base qui lui a permis d'être là au pouvoir, des opérateurs économiques qui lui ont donné des milliards pour qu'il puisse être élu. Et il faut le retour de l'ascenseur quand il va venir. Et ce retour de l'ascenseur est une chaîne de corruption. Donc il ne peut punir personne. C'est ça la difficulté. Allez-y. Et il n'y a que pendant des périodes de transition de ce Monsieur le ministre, si je comprends votre logique, vous êtes en train de plaider pour un régime d'exception. Non. Non, votre logique, votre raisonnement, c'est ce que ça démontre. Non.
vous plaidez pour un régime d'exception. Parce qu'on aurait pu attendre qu'un régime régulier connaisse de tous ces On va laisser Chana, allez-y Chana. Parce que dans 5 mois, 6 mois normalement, nous allons aller aux élections générales. Et il y aura de façon transparente et claire la mise en place d'une haute cour de justice. Pourquoi ne pas attendre. Vous vous précipitez aujourd'hui à éliminer des adversaires politiques, ce qui fait dire à certains que vous êtes, quand je dis vous, il s'agit bien du M5 qui est aujourd'hui aux affaires, vous êtes dans un règlement de compte politique. Le M5 n'a aucun compte à régler avec personne. Le M5, depuis le début de son combat, a mis dans son agenda la lutte contre l'impunité. Notamment, dans les règles de l'art. Dans les règles de l'art. Tout le monde est favorable bien pour sûr. cette lutte contre l'impunité. Bien sûr. Mais pas en torturant les textes. Attends. Le M5 n'a pas torturé les textes. Le M5 n'a pas pris la main des juges pour arrêter quelqu'un. Vous savez ce qui s'est dit dans les coulisses? S'il vous plaît. Rassurez-vous, le M5 n'a aucun pouvoir sur les juges. Parce que si on avait un pouvoir sur les juges, je pense qu'on aurait avancé beaucoup plus vite que ça. Je vous assure. Donc, les juges sont dans leur intime conviction. Nous nous battons pour que l'impunité prenne fin et tous les Maliens sont d'accord avec ça. Mais vous savez, il n'y a jamais eu d'arrestation de quelqu'un dans ce pays sans qu'on dise chasse aux sorcières, etc. C'est politique. Non, il faut arrêter ça. Non, okay. La différence, c'est qu'en réalité, tous ces dossiers dont on est en train de connaître sont des dossiers qui ont eu leur déclic pendant des déclarations politiques. C'est ça. On entend dans les meetings, dans les meetings que tel dossier doit être, et puis paf, la justice prend le relais. Est-ce qu'on ne peut pas penser quelque part qu'il y a une dose d'instrumentalisation, alors que la justice doit avoir l'opportunité de poursuivre et l'opportunité de ne pas poursuivre? Je ne connais pas aujourd'hui de dossier qu'on ait enrôlé dans ce cadre-là qui n'ait déjà pas eu un déclic, un déclenchement dans les... Bien, je vous rappelle que les dossiers dont il s'agit n'ont pas été enrôlés par le M5. C'est des dossiers qui étaient déjà au niveau du juge. Le dossier dont il s'agit, l'aéronef et les fournitures de matériel, moi j'ai ici la dénonciation qui a été faite au juge par le bureau du vérificateur général. Je ne sais pas vous le lire. Moi je le sais. Mais bien sûr. Je le sais, ça existe. Mais on a parlé après. Je n'ai pas terminé. Le classement sans suite. Okay, on va laisser l'invité développer. Allez-y. Oui. C'est le vérificateur général qui a saisi en 2015, 2014 je crois, le juge pour lui dire il y a tel et tel crime économique commis dans le cadre de cette opération-là, en les spécifiant et en les développant. Depuis, le dossier a connu beaucoup d'évolutions au niveau de la justice. Certains ont même parlé de classement sans suite, qui est en réalité inexact. Parce que, effectivement, le procureur avait, en 2018, je crois, voulu classer le dossier sans suite. Ça a été fait, pas voulu, mais ça a été acté. Il y a le document ici. Oui, donc il lui a été... pas vouloir, mais ça a été fait. Il lui a été signifié qu'il n'en a pas le pouvoir. Les enquêtes ont continué. Le procureur ne peut pas... Et là, il a un talent de juriste. Non, non. On le connaît bien. Non, non. Je ne suis pas un ignorant. Le procureur n'a pas le pouvoir de classer ce dossier sans suite. Si les choses se passaient normalement, il n'y a que l'Assemblée qui aurait pu classer le dossier sans suite. Même pas l'Assemblée, la Haute Cour de justice. Oui, c'est ça. Oui, non. C'est une émanation de l'Assemblée déjà. Pour que ça... La Haute Cour, c'est une émanation de l'Assemblée. S'il te plaît. Oui. Je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. Quand le dossier arrive à l'Assemblée, l'Assemblée vote l'acte d'accusation, vote une résolution pour dire nous sommes d'accord pour que ce dossier soit transmis à la Haute Cour de justice qui, en ce moment, la tête le dossier. Mais si l'Assemblée estime que le dossier est vide, ça s'arrête là. Okay. C'est pour ça que l'Assemblée peut classer sans suite. Okay. Monsieur le ministre, vous avez parlé du M5. Nous venons de boucler les 12 premiers mois de la chute du régime IBK. Il se passe qu'il y a des Maliens qui commencent à regretter déjà le régime IBK. Comment les convaincre déjà? Est-ce que vous pensez que quelque chose a changé entre-temps? Moi, je ne crois pas que des Maliens regrettent le régime IBK. J'ai dit certains Maliens. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Je pense que les privilégiés peut-être, ceux qui étaient dans la grande corruption, qui bénéficiaient de tout à l'œil, dans l'impunité, évidemment, ils n'ont jamais accepté. Peut-être sous IBK, la vie n'était pas autant chère que celle que... Non, ça ne tient pas parce que
la lutte contre l'IBK, l'un des arguments fondamentaux, c'était la hausse des prix Oui. des denrées de première nécessité. Oui. Donc, cet argument ne tient pas. En faisant un parallèle, est-ce que vous pensez La qu'il hausse y a eu un continue, elle n'a changement? pas diminué. Oui. Je vous assure que... Quand vous achetez en gros, là, vous ne sentez... Non, vous ne on ressentez le pas ça. sent. Ce que je veux dire, la hausse des prix de l'inflation était l'un des éléments de la lutte contre l'IBK. Allez regarder toutes les revendications. Sauf qu'on a vu les ménagères marcher pour, en tout cas, dénoncer la hausse du prix des marchés sous cette oui, mais transition. ça existait sous IBK. Oui. Donc, ce n'est pas, à mon avis, le Mais problème. Ce que je voudrais dire... Il veut dire que la situation ne s'est pas améliorée. C'est vrai, sous pas du IBK, tout. il y avait la hausse des denrées alimentaires. Elle ne s'est pas améliorée. Mais cette hausse encore... Ça ne s'est pas amélioré. Allez-y. Je suis d'accord avec vous. Oui, qu'est-ce qui a changé finalement pendant La cette... situation a empiré. C'est pas que ça. Ce que je veux dire, Oui. c'est que pendant 9 mois, et je l'ai déjà dit à d'autres niveaux, ça a été l'immobilisme. Les choses ont continué comme avant, donc il n'y a pas eu de changement profond. Moi, j'appelle changement profond un changement dans les conditions de vie des citoyens. Les citoyens sont en plus grande sécurité, les citoyens peuvent accéder plus facilement aux denrées de première nécessité, les citoyens peuvent accéder à l'électricité. C'est ça que j'appelle l'amélioration significative des conditions de vie. Il n'y en a pas eu sur les 9 premiers mois. C'est très clair. Le M5 est au pouvoir depuis 2 mois seulement. Le plan d'action du premier Choguel a été voté il y a à peine 1 mois. Quel bilan voulez-vous faire? D'accord. Par rapport au M5. Donc, on ne sent pas beaucoup. En réalité, Choguel a des initiatives, il veut travailler, mais l'opinion publique ne sent pas le M5 qu'on connaissait hier derrière Choguel Kokala Maïga. Qu'est-ce qui se passe? Je vous dis une chose, l'opinion publique est impatiente et elle a raison, parce qu'elle a assez souffert. Je suis d'avis que l'opinion publique maintienne cette pression sur les autorités de la transition pour qu'il y ait de vrais changements. Et personne ne s'en plaindrait. Je ne suis pas de ceux qui vont sortir dans la rue pour applaudir derrière les autorités de la transition si rien n'est fait. Donc croyez-moi, la lutte du M5 continue. Le vrai M5 va continuer. Nous ne serons pas ni dans la laudation, ni dans le chant des sirènes. Nous serons dans les actes, les mesures concrètes prises. Ok. Bon, voilà. Sauf que vous dites Choguel. Vous soutenez Nous soutenons Choguel parce que l'échec de Choguel, c'est l'échec de la transition et cela peut conduire le Mali à l'aventure. Le Mali a intérêt à réussir sa transition en la bouclant par des élections démocratiques, transparentes et acceptées de tous. Allez-y. Tout autre schéma, Dieu seul sait ce qui peut arriver. Allez-y, Abraham. Qu'est-ce que effectivement vous dites de 2 mois seulement? Moi, pour moi, 2 mois, c'est pas seulement sur 6 mois qu'il vous reste. Oui, c'est quand même les 2 tiers du temps, les 2 tiers du temps qu'il vous reste. Et hormis, non, 1 tiers seulement du temps qu'il vous reste. Et hormis cette présentation du plan d'action gouvernementale, quelles sont les actions que vous avez amorcées, que vous avez esquissées dans le sens d'une sortie de cette transition-là? Très bien. Là, il y a un aspect que les gens oublient. C'est-à-dire quand on n'est pas dans le processus de gouvernance publique, on a du mal à les voir. N'oubliez pas que le M5 n'est pas le seul au pouvoir, il est avec un allié. Le M5 avait un programme. Si ça ne tenait qu'à ça, dès l'arrivée de Choguel, on allait commencer à appliquer le lendemain, puisque nous, on avait un programme déjà fait. Mais il fallait faire un programme pour l'ensemble du gouvernement. Le M5 n'a que 8 ministres sur 25. Les secrétaires d'État, je ne compte pas ça. Donc, 8 sur 25 est le programme des autres ministères. Le redressement est biaisé? La rectification est biaisée? Ça va être difficile. Ça peut être difficile. Je vous amène simplement à comparer la situation où un gouvernement vient avec son programme, préparé sur 2 ans, 3 ans de lutte et commence à l'appliquer tout de suite. Les différents gouvernements du BK, c'était toujours comme ça, 8 après ou 10, les restes, c'est Chana, vous aurez la parole, s'il vous plaît. Allez-y, développez. C'est pour dire que allez-y. Il a fallu du temps déjà pour se mettre d'accord avec nos partenaires sur un plan d'action. Et ensuite, il a fallu faire passer ce plan d'action devant le CNT pour la faire adopter. Donc quand tu mets tout ça bout à bout, je ne connais pas de Premier ministre au Mali qui ait présenté un DPG, une déclaration de politique générale. C'est PAG. C'est pas loin de là. Et puis c'est quasiment l'équivalent. On a du mal à cerner les priorités. Les priorités de cette transition. Les priorités de cette transition sont très simples. Quelles sont les priorités de cette transition qui tendent vers une sortie de la transition? Elles sont très simples. Il s'agit de la sécurité, de renforcer la sécurité. Alors, elle s'aggrave. Il s'agit de la lutte contre l'impunité et la corruption. Il s'agit de la promotion de la bonne gouvernance. Il s'agit de la
l'organisation d'élections crédibles et transparentes. Les procédures sont connues. Voilà. Okay. Il n'y a absolument aucun problème. Allez-y, Chana. Par rapport à la tenue des élections, le Premier ministre a décidé d'aller vers un organe unique de gestion des élections. On n'a pas assez de temps. Jusqu'à présent, nous ne voyons pas le corps de cet organe unique des élections. Est-ce que vous pensez qu'on peut organiser des élections transparentes avec cet organe-là, ou bien il faut laisser l'administration classique organiser les élections comme elle en a l'habitude? Vous savez, cette question, il faut ramener les choses aux fondamentaux. Des élections ont plombé ce pays pendant 20 ans, même 30 ans. La question clé, c'est quoi? C'est qu'il n'est pas possible de reconstruire le Mali si, à l'issue des élections, nous ne dotons pas notre gouvernance d'élus légitimes, qui ont une légitimité réelle, fondée sur leur exemplarité, fondée sur leurs compétences et toutes les qualités qu'il faut. Les élections jusqu'à présent ont été organisées par des méthodes qui n'ont pas pu aboutir à ça. La question clé donc, c'est de savoir, est-ce qu'il faut laisser les mêmes dispositifs faire des élections pour aboutir au même résultat? La question, elle est là. Je pense que c'est non. Et toute la classe politique, c'est non. Pendant longtemps. Maintenant, le problème, ça devient quoi? Le délai. Voilà. Certains disent qu'on ne peut pas le faire dans le délai qui reste. Je dis, à mon avis, c'est un faux débat. Vous avez suivi la transition de 91-92. Peut-être que vous étiez un peu trop jeune. J'étais là. Mais il n'y a pas eu ce débat-là sur le délai de la transition. Parce qu'il y avait une symbiose entre la nous la avons classe politique travaillé d'arrache-pied. Et quand il s'est avéré que des points importants étaient suffisamment avancés qu'il fallait 2 mois, 3 mois pour les achever, ça n'a posé aucun problème. Oui. Mais maintenant, c'est l'administration qui a organisé ces élections, avec à sa tête à l'époque Abdraman Niang. Pour terminer sur ce point, jeune, mais oui, allez-y. Il y a un débat sur la question des délais aujourd'hui. Oui. Bon, c'est un débat, à mon avis, qui est sans objet. Ni le Premier ministre, ni le président de la transition, personne n'a dit qu'il allait proroger le délai de la transition. Si le Premier ministre dit qu'il peut, ben écoute, et il dit qu'il peut dans le délai, quelle raison de ne pas le laisser y aller? Quelle raison? On ne voit pas d'actes jusqu'à présent, c'est ça. Il faut convaincre à travers les actes posés du jour au lendemain. Effectivement, il y a des inquiétudes, monsieur le ministre, il y a des inquiétudes. Vous-même, personnellement, voyez-vous une alternative à la prorogation? Aujourd'hui, à quelques 5 mois de la fin du mandat, et avec toutes les tâches... Vous voulez vraiment mon avis? Avec toutes les tâches qu'il y a à accomplir pour sortir de cette transition, est-ce que vous pensez qu'il y a une alternative à la prorogation? Vous voulez mon avis? Mon avis, il est très clair. Le délai de la transition dépend des mesures que le Premier ministre va prendre. Si le Premier ministre prend des mesures qui soulèvent les foules dans le sens d'une vraie refondation de l'État, le délai ne sera pas un problème. Les Maliens seront d'accord sur ce qu'il faut faire. S'ils disent qu'il faut arrêter, on va arrêter. S'ils disent qu'il faut 2 mois, 3 mois de plus, pourquoi pas? Mais les Maliens vont décider. Donc vous le mettez à l'arbitrage du peuple. Je vous donne mon avis, vous l'avez demandé. Oui. Mon avis, il est très simple. Si le statu quo doit continuer, si nous devons faire une transition pour rien, moi j'ai dit qu'il faut arrêter tout de suite la transition. Je n'attendrai même pas 6 mois. Parce que je ne veux pas que les Maliens perdent 3-4 mois pour rien. Pourquoi? Pour la remplacer par quoi? Des élections bâclées qui vont permettre à d'autres d'être là encore. Pourquoi pas un régime de fête? Pourquoi pas? Mais je dis simplement, en tout cas, si on doit aller à une transition pour rien, qui est dans la continuité du statu quo, moi je ne suis pas d'accord qu'on ajoute un jour. Je ne suis même pas d'accord qu'on aille jusqu'à... Quel espoir déjà, s'il vous plaît, Abdraman, quel espoir déjà vous fondez sur les assises de la refondation promise par le Premier ministre? Les assises de la refondation, il faut comprendre l'esprit. Beaucoup de gens vont vous dire, bon, il y a eu la DNI, il y a eu ceci, cela. L'esprit est différent. L'esprit, c'est de dire, cette fois-ci, on va passer à l'acte. Il est bon que les Maliens se mettent d'accord sur l'essentiel de ce qu'on va faire. Je vous prends un exemple. La DNI a dit, il faut relire l'accord. Mais la DNI n'a pas dit quels sont les points de l'accord qu'il faut relire. C'est une décision de principe. Dans ma tête, si la refondation, les assises doivent avoir lieu, les assises doivent décider exactement quels sont les points de l'accord qui doivent être nécessairement relevés. Nécessairement. Et je prends la révision de la Constitution, c'est pareil. Les assises, la DNI a dit il faut réviser la Constitution. Mais elle n'a pas dit sur quel point il faut réviser la Constitution.
les assises nationales de la refondation doivent vous dire quels sont les points à revoir. Ou même peuvent décider, on laisse tomber. Donc, moi, ça me renvoie en fait à la conférence nationale de 91-92. Mais ça, c'est votre esprit, ce que vous êtes en train de dire. Est-ce que c'est l'approche du Premier ministre? S'il vous plaît, vous aurez la parole, s'il vous plaît. Je finis. Donc, en réalité, tu vois que les approches ne sont pas les mêmes. Ceux qui disent que c'est la DNI, ce n'est pas la DNI. Nous disons les questions majeures de refondation de l'État. Les Maliens doivent statuer là-dessus. Est-ce qu'il faut créer un Sénat? Il n'appartient pas à la seule classe politique de décider là-dessus. C'est les Maliens dans leur ensemble qui doivent dire oui, le Sénat est utile ou il n'est pas utile. Et toutes les grandes réformes de ce genre-là, la régionalisation, c'est pareil. Ils ont dit la régionalisation, bon, on a déjà des textes. Est-ce que les Maliens sont d'accord aujourd'hui sur le schéma vers lequel on s'en va, dans un État faible qui est absent des 2/3 de son territoire? Ce n'est pas une abdication, ça? C'est mon avis. Oui, mais mon avis ne... Monsieur le ministre, s'il vous plaît, on va donner la parole à Chana. Je termine sur une seule phrase. S'il vous plaît, Abdraman Chana aura la... Après, pour rebondir sur ça. Abdraman, s'il vous plaît. Si ça passe, c'est qu'on va se déconnecter. Allez-y. Mais vous étiez quand même membre d'un gouvernement qui était engagé sur tout ça, dans le cadre de l'accord. Vous n'avez jamais soulevé d'amener le problème de la régionalisation, le problème du Sénat, devant même l'Assemblée nationale, quand vous étiez ministre. Je vais vous dire une chose. Avant d'entrer dans le gouvernement, bien que du temps de la majorité, le MODAC a fait des déclarations sur tout ça. Je n'ai jamais été le genre à fermer l'œil parce que je suis dans une majorité. Parce que tout simplement, nous oublions que demain, aujourd'hui on est dans une majorité, demain on est dans l'opposition. C'est ça le malheur de la classe politique, on m'a dit. Allez-y, Chana. Monsieur... Quoi qu'il arrive, si j'étais de cette vieille classe politique, comme vous l'appelez, je serais là. Non, je n'ai pas dit, mais il y a quand même mutisme qui vous a caractérisé pendant ce temps-là. Aujourd'hui à défendre le gouvernement de Choguel. Mais je ne suis pas là pour ça. Allez-y, et Chana. vous l'aurez constaté. Allez-y. Monsieur le Président, je vais rebondir sur votre dernier mot. Vous n'êtes pas là pour défendre le gouvernement Choguel. Le gouvernement Choguel, c'est vous-même. Non. Le gouvernement Choguel, c'est le M5. Non. Hein? J'espère que vous n'êtes pas partie de ces gens-là qui disent soutenir la transition et mettre du savon sur le plancher. Non, certainement pas. Croyez-moi. D'accord. Il y a un gouvernement de la République. Nous entendons de ce gouvernement des actes forts de refondation. S'ils le font, nous allons applaudir. Votre nous allons gouvernement, le soutenir. vous devez le soutenir en bon politique. Nous sommes membres du gouvernement. Ce n'est pas notre gouvernement. Nous sommes 8 ministres sur 25. Et le pays a toujours fonctionné comme ça. Vous avez été membre d'un gouvernement d'IBK où le RPM n'avait que 8 ou 10. Mais vous accusez le RPM, tout ça là pour dire que c'est eux. C'est toujours comme ça, la gestion du pays depuis longtemps qu'on arrête. Je vais vous donner mon avis. Aucun parti n'a jamais eu l'ensemble des portefeuilles. Je vais vous donner mon avis là-dessus. Et je l'ai dit dans un autre cadre récemment. Vous avez raison. Et je l'ai écrit. Les gens oublient que la société civile a eu autant de responsabilités dans la gestion de ce pays que les politiques. Ouais. Prenez le gouvernement depuis pratiquement Alpha. Mais il y a eu autant de technocrates, ce qu'on appelle les technocrates, ce qu'on appelle la société civile. Même l'armée. Même l'armée, il y en a eu autant que les politiques. Ouais. Donc, vous êtes en train de défoncer une porte ouverte. Je suis entièrement d'accord sur ça. Et mon autre idée, c'est qu'il y a des gens bien dans tous les camps. Il y a des gens bien au RPM, il y en a à l'ADEMA, il y en a à l'URD, il y en a au MODEC, il y en a de partout. Mais il y a des gens mauvais dans tout ça aussi. Et le fond du problème aujourd'hui, c'est que ceux qui sont abonnés aux mauvaises pratiques sont dominants dans ces différentes organisations qui prennent le pouvoir. Et tout le problème, il est là. Je ne suis pas dans les accusations globales. Il y a du bien dans tout. Oui, l'approche, vous avez expliqué l'approche des assises nationales, ce que vous attendez des assises nationales. Je voudrais savoir si c'est votre approche ou bien c'est l'approche du Premier ministre du gouvernement. C'est l'approche du M5 RFP et je crois que c'est l'approche du Premier ministre. Comment le M5 RFP fonctionne aujourd'hui? Puisque la tête pensante, la principale locomotive au gouvernement aujourd'hui. Je sais que chaque jeudi, vous le rencontrez pour des restitutions. L'intérimaire a démissionné aussi. Pour des restitutions. Comment ça fonctionne aujourd'hui? Ça continue comme avant. Il y a des vice-présidents qui président nos réunions. Et vous savez, les gens font une fixation sur cette question. Est-ce que vous tenez encore des réunions d'ailleurs? Ah, tout à fait. Toutes les semaines. Et vous rencontrez régulièrement le PM? Même maintenant, ils sont en réunion. J'ai déserté la réunion pour être avec vous. C'est tous les jeudis. Oui, non, il n'y a aucun doute là-dessus. Les gens oublient une chose. Le M5 n'avait pas de président jusqu'à la chute de IBK. C'est après la chute de IBK qu'on a réorganisé le mouvement. Sinon, il n'y avait pas de président. Il y avait juste un porte-parole qui était Choguel. Donc, on a fonctionné sans président.
Et maintenant, on vient nous faire une guerre en disant oh, ils sont en désaccord entre eux. Non. Il y a quand même des têtes qu'on ne voit plus, telles que les Clément Dembélé. Non, ils ne sont plus là-dedans, c'est clair. Voilà, ils sont partis. Ils sont partis. Madame Kadiatousso, elle là-dedans, elle vient à toutes les réunions du comité stratégique. Sissoko. Elle a simplement dit... Cheikh Oumar Sissoko, qui sont comme les précurseurs de ce mouvement-là. Je ne suis plus la vice-présidente, je ne veux plus assumer cette charge-là. Elle vient à toutes les réunions du comité stratégique. Cheikh Oumar Sissoko s'est fait remplacer bien avant la chute de IBK par un autre membre du EMK. Qui est présent tous les jours. Donc, voilà le problème. Quel commentaire vous faites de cette sortie de l'imam Mahmoud Dicko qui pense que vous êtes prêt à vous aligner derrière l'imam s'il s'agit de faire chuter un régime, mais s'il s'agit d'accompagner un imam pour construire un pays, vous êtes des abonnés absents. L'imam me fait rigoler. Oui. Franchement, il me fait rigoler. Parce qu'honnêtement, ce n'est pas sérieux, ce genre de propos qu'il tient. L'imam vous dira, ce sont les hommes politiques qui ont gâté ce pays. Mais ils l'ont gâté avec qui, encore une fois? C'est-à-dire, quand je vois l'imam parler, en train de pourfendre les politiques, y compris IBK, et que dans certaines de ses déclarations, il n'a jamais arrêté de dire qu'IBK a tout fait pour lui dans la vie, ce qu'IBK a fait pour lui, l'argent venait d'où? Franchement. Je n'ose pas dire comme IBK que bon... Peut-être dans sa caisse de souveraineté. Après la table, il faut passer à la vaisselle. Oui. Donc franchement, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. IBK seul n'a pas bouffé l'argent public. Ce n'est pas le seul politique. Est-ce qu'IBK a même mangé l'argent public? Bon, moi, je n'en sais rien. Mais mon idée, en tout cas, est claire. C'est que ce sont des élites politiques, administratives, technocrates, militaires, même civils, religieux, qui se sont donné la main pour dépecer ce pays. Et les religieux qui en ont bénéficié sont connus. Ce n'est pas tous les religieux. Il y a des chefs religieux qui n'ont jamais été impliqués dans ces choses-là. Il y a des chefs militaires qui n'ont jamais été impliqués dans ces choses-là. Il y a des chefs de la société civile. Mais au fond, c'est l'élite dominante. Ce qu'on appelle dans notre jargon technocratique l'élite hégémonique qui s'est donné la main dans tous ces compartiments pour dépasser. Chana, c'est votre dernière question. Cette élite devrait-elle être poursuivie? Ah mais évidemment. L'imam Dicko doit être poursuivi? Non, l'imam Dicko, vous ne pouvez pas poursuivre toutes les élites parce que certains ont bénéficié sans mettre la main à la pâte. C'est une complicité aussi. Certains disent quoi? Pour recel? Non. Ah, on ne peut pas poursuivre quelqu'un pour recel? Non. Ah si? C'est pas un recel. Toi, tu as volé l'argent public. Tu veux me donner de l'argent à la maison? J'ai dit, qui a volé l'argent public pour donner à l'imam? Qui? Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Il faut repréciser votre idée. J'ai dit simplement que cette congrégation d'élites dominantes se sont donné la main pour dépecer l'État. Et cela passe forcément par la main de ceux qui sont aux affaires. Il y a même quelqu'un qui m'a dit une fois très joliment, il a pris, mais lui, sa main n'est pas sale. On est venu lui donner à la maison. C'est ceux qui prennent directement la source dont les mains sont sales. Vous comprenez? Donc il faut que... Ceux qui reçoivent ne se reprochent. Moi, je dis simplement, il faut éviter deux choses. Attaquer les seuls politiques n'a pas d'intérêt. Mais pour que les élites puissent corrompre, mais il faut bien que des grands opérateurs viennent les corrompre. Il faut bien que les religieux derrière eux qui les soutiennent la corruption. Imagine aujourd'hui tout simplement. Cautionne. Imagine aussi que tous les chefs religieux du Mali sans exception, que tous les grands opérateurs sans exception, que tous la société civile sans exception se lèvent et dire la corruption c'est fini. Il n'y a pas un seul homme politique qui aura le courage de mettre à cette affaire. Mais aujourd'hui, on voit un chef religieux, un guide religieux très influent, le shérif de Nioro, pour ne pas le citer, qui demande la prolongation de la transition. C'est son droit. Il est avec vous? C'est son droit. Est-ce que vous n'êtes pas derrière lui? Non. Vous tirez les ficelles? Non, je n'ai jamais su que... Quand je dis vous... Non, je comprends. Vous suivez mon regard. Ce que je vais dire, je n'ai pas connaissance de lien spécifique entre le M5 et le shérif de Nioro. Il s'est même opposé à beaucoup de nos actions. Et dans ces cas-là, on a dû mandater Choguel à l'époque pour aller lui parler. Donc, je n'ai aucun lien. Je ne suis au courant d'aucun lien spécifique entre nous et le chef de Nioro. Ma dernière question, monsieur le ministre, vous avez constaté avec tous les Maliens l'évolution de la situation sécuritaire, alors que la sécurité fait partie des priorités du M5, de l'actuel gouvernement du régime. Et cela intervient à un moment où
des partenaires stratégiques sont sur le pied de départ du Mali. Comment apercevez-vous cette situation? Est-ce que si on va lier les élections dont vous parlez à une situation sécuritaire beaucoup plus stable, est-ce qu'on en quittera un jour? C'est pour ça que la question de la sécurité est fondamentale, parce qu'elle détermine aussi les conditions dans lesquelles l'élection va se faire. Vous voyez que les choses sont beaucoup plus compliquées que les gens le croient. Ceux qui sont en train de crier « faites l'élection demain, pas un jour de plus ». Ils ne pensent pas à cette histoire de la situation sécuritaire non plus. Donc, encore une fois, la sécurité, on ne progressera là-dedans qu'en luttant fermement contre la corruption des élites. Tu ne peux pas gagner une guerre sur la base de l'injustice au sein d'une armée. Tu ne peux pas gagner une guerre avec des chefs militaires affairistes. Tu ne peux pas gagner une guerre avec des dirigeants de l'État à d'autres secteurs qui ne se préoccupent pas du pays. Nous connaissons la même situation que tous les pays voisins. Donc chez eux aussi c'est la même chose ou quoi? Au Niger c'est la même chose? Au Burkina Faso c'est la même chose? Je ne m'aventurerai pas par les autres pays. C'est la même insécurité. C'est forcément lié à la corruption. C'est le cas du Mali que je connais. Je vais vous dire pourquoi c'est lié à la corruption. Un, quand le recrutement est basé sur la corruption, vous ne prenez pas les meilleurs. Deux, quand les grades sont donnés sur la base de la corruption, donc pas sur la base du mérite. Trois, quand les gens doivent aller au front, combien de temps vous faites de la discrimination pour régler tout ça? Selon vous, combien de temps vous avez demandé pourquoi je dis que la corruption est derrière. Oui, d'accord. Il y a pas. Mais combien de temps faut-il pour régler tout ça? Je suis d'accord. Je suis d'accord que la corruption ne peut être qu'une cause partielle. Cela prend beaucoup de temps. Une cause partielle. Cela prend beaucoup de temps et je vais vous rassurer. Donc la transition va prendre beaucoup de temps. Le M5 n'a jamais prétendu régler définitivement tous ces problèmes. Le M5 a dit simplement nous allons poser les piliers. Et pour moi, si le M5 arrive à mettre en place un mouvement irréversible de lutte contre l'impunité, elle aura réussi. Ok. Dernière question, est-ce que le M5 aura un candidat à la prochaine présidentielle? Je dis bien le M5. Il n'a même pas de président aujourd'hui. À l'élection présidentielle. Dieu seul le sait. Dieu seul le sait. Mais c'est certain que c'est souhaitable. La question n'a jamais été à l'ordre du jour. N'oubliez pas que le M5 est quand même composé d'hommes politiques de tout premier plan qui ont chacun des ambitions et des agendas. S'ils arrivent à les harmoniser, force hétéroclite comme tant mieux. Oui, nous le reconnaissons, il ne faut pas fermer les yeux sur les réalités. Donc, tous les pays souhaitent cela. Ben, nous y travaillons. Okay. On verra si on y arrive. Monsieur le ministre, nous sommes à la fin des débats pour le compte de cette audience. Le jury va se retirer pour moi, je ne me retire pas. À la délibération. Je vais délibérer sur le siège. Chana Taki, je commence par vous. Adroan qui me provoque. Oui, vraiment, j'ai retrouvé le même Koulimba Sidibé avec son franc-parler, son courage. Et c'est le genre de leader qui s'assume. Même s'il est dans un camp, il dit la vérité dans ce camp-là. Il dit la vérité, que ça plaise ou pas, même s'il va perdre son poste de ministre ou de responsabilité, il dit la vérité. Même s'il va perdre des marchés, parce qu'il a un cabinet aussi qui vit souvent des marchés publics, il faut le dire. Il a le courage de ses opinions, il dit les choses clairement. Oui. Vraiment, je pense qu'il mérite d'être acquitté. Okay. Bon, idem pour moi, je n'ai pas besoin. Vraiment, sérieusement, j'ai reconnu la franchise que je cherchais. Et je pensais au départ que son passage, comme je l'ai dit, d'un camp à l'autre de situation allait altérer sa nature. Ça n'a pas été le cas. Et ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est qu'il reste encore, même au M5, quoique leur président du comité scientifique soit aujourd'hui le premier... Hein? Du comité stratégique. Du comité stratégique soit aujourd'hui le chef du gouvernement, il reste en embuscade par rapport à ce principe-là. Ah oui, mais c'est vrai, c'est ce qu'il nous a démontré. Il reste en embuscade et il suit le chef du gouvernement comme il laisse le feu par rapport aux dérives éventuelles et aux manquements éventuels pour réagir. Donc je pense que vraiment, c'est quelqu'un qui mérite d'être encouragé et d'être libéré pour que vraiment de tels comportements... Continuer à prêcher, oui. La bonne parole. Voilà. Ok. Franc, intègre, courageux, constant sont en tout cas des compliments du jury. Les constats, pas des compliments. Bon, des compliments. Et vous, le président
Président, vos propres compliments sont lesquels? Je suis solidaire. Comme toujours. Comme toujours. Monsieur le ministre, vous êtes acquitté de l'un de l'accusation sous réserve peut-être de l'intervention de la Cour suprême, de la chambre d'accusation de la Cour suprême. Ah oui, effectivement. Aujourd'hui, nous constatons que nos décisions sont censurées. Sont censurées au niveau de la chambre d'accusation de la Cour suprême. Qui n'a pas accepté l'acquittement de la semaine passée. De la semaine passée. Qui se poursuit. Et il faut reconnaître que notre client de la semaine dernière n'a pas été condamné. Hein. Oui. Il est sous le coup de nouveau chef d'inculpation par rapport auquel il va se défendre devant une autre juridiction. Cette précision est en fait l'accusé est libéré de l'un de l'accusation. Il est donc acquitté. Un dernier mot. Je vous remercie tous. Je voudrais simplement dire que ceux qui sont là aujourd'hui à dire pas un jour de plus pour la transition ou à dire il faut proroger ne rendent pas service au Premier ministre. Ceux qui vont chanter à l'oreille des dirigeants qui sont en train de faire un excellent travail sans qu'on voit de mesures ne sont pas en train de leur rendre service. Il dit simplement aux Maliens, soyez exigeants avec vos dirigeants. La seule manière que le pays sorte de cette situation, c'est que les citoyens soient exigeants avec leurs dirigeants, qui rendent compte de leur façon de gérer les affaires. Et c'est seulement de cette manière qu'on va s'en sortir. Et j'invite donc l'ensemble du peuple malien à prendre cette voie-là. Merci. Mesdames et messieurs, notre invité était M. Konimba Sidibé, ancien ministre, ancien contrôleur de l'État et grande figure du mouvement du 5 juin. Merci à vous. Du mouvement démocratique également, on ajoute. Merci à vous, chers téléspectateurs, du côté de la région de Dioïla.